Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast qui a renoncé à être court mais qui essaye d'être efficace pour vous parler de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. L'épisode d'aujourd'hui, il est un peu particulier parce qu'il revient un petit peu à la racine de la création de ce podcast. Mon objectif de base, c'était de profiter de mes formations pour partir à la rencontre de plein de personnalités du monde du CrossFit et du sport et de leur faire des interviews. Et puis au gré du temps, je me suis mis à aborder différentes thématiques avec des invités récurrents que vous connaissez. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, les hasards de la vie faisant bien les choses, je reviens un petit peu aux origines et en plus de ça, j'ouvre le spectre parce que j'ai la chance d'avoir pour moi comme invité aujourd'hui quelqu'un que je croise depuis que j'ai 15 ans, donc haut comme 3 pommes, une IMC vraiment pas enviable et plein de trucs comme ça. Et donc je reçois aujourd'hui un grand monsieur du bodybuilding français. Son nom, vous le connaissez sans doute, c'est Fred Monpeau. Fred, comment tu vas ? Super, je suis avec toi, je suis en pleine forme. ça me fait plaisir. Je propose que pour commencer un peu ce podcast, on explique déjà où est-ce qu'on est. Oui, alors on est dans ma salle de coaching à Vincennes. Voilà, j'ai pas beaucoup voyagé, toi. J'étais de rue de Fontenay à rue Docteur Lebel. C'est là où était le cercle tissé, où tu pratiquais les arts martiaux déjà à l'époque. Et où tu découvrais la musculation. Exactement, je découvrais les mecs qui faisaient du powerlifting. On se mettait des barres sur le dos, on était complètement allumés, putain. Mais on était fous. C'est un truc intéressant pour tous les gens qui aiment la musculation et le body. Forcément, le nom de Fred Monpeau, il vous est pas inconnu. Je disais que ça fait longtemps que je te croise parce qu'en vérité, moi, quand j'avais 14-15 ans, que j'allais au cercle tissé pendant mes vacances, c'est sûr que je passais mon temps à raser les murs. D'autant que mon prof, il prenait déjà bien assez de place comme ça. Ah ouais, voilà, ton prof 140 kilos. Ouais. Fallait le paro au squat, le 2 mètres. Ah ouais, c'était une bête. Ça me fait plaisir. Tiens, tu sais quoi, qu'on commence le podcast par ça. Avec lui. Parce et que cercle tissé, ouais. Tu vois, le podcast, il sera à propos de toi, mais tu vois, par exemple, dans ma jeunesse, je pensais pas devenir entraîneur. Mais maintenant que j'y pense, finalement, tous les gens qui m'ont un peu servi de daron, au final, c'était les mecs qui m'entraînaient, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, maintenant que tu le dis, tu vois, finalement, ils m'ont mis le pied à l'étrier. Ouais. Et tu fais ça très bien. Ouais, ça je sais pas. Je suis fier de toi, je te le dis. Merci beaucoup. Ça donne envie, je suis très content de faire un podcast avec toi. Parce que j'en fais rarement, j'en fais pas du tout d'ailleurs. C'est le premier. Tu vas voir, on va en faire un moment qui est très chouette. Et donc voilà, donc je raconte souvent que tu as toujours des personnes un peu qui t'inspirent dans ton parcours. Et j'ai dit, voyez, moi, l'une des premières personnes qui m'a entraîné, c'était un monsieur qui était grand, qui était très costaud, qui avait des tatouages et un humour d'un goût douteux. Donc vous voyez, il n'y a pas que le goût de l'enseignement qui m'a transmis, il y a peut-être 2-3 autres trucs. Ouais. Et voilà, et donc je me souviens effectivement qu'on se croisait au cercle Tissier. Ouais. Et en fait, je me disais ça en préparant un peu le podcast. Je me suis dit, toi, en fait, quand tu as commencé la musculation en France, en tout cas, tu étais vraiment un précurseur en vrai. Ah ouais, surtout. Ouais. Sur les coachings, le lancement du coaching, les stages de musculation, ça se faisait pas à l'époque, plein de trucs. Ouais. Et puis le powerlifting qui arrivait. Et comment tu as découvert le body et la culture physique ? Parce que je veux dire, moi les mecs de ma génération, Je te dis, je regardais hier soir, je te jure. Ok, vas-y. À mourir de rire. Rocky 3. J'avais eu Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, j'arrive dans la salle de cinéma, je venais d'avoir un grave accident de la route. Je suis venu par accident à la muscu et j'étais vraiment complexé, j'avais un physique, je boitais, j'avais des béquilles et tout. Je rentre dans la salle de muscu avec des mecs balèzes. Alors Stallone, il avait séché, il était super beau, j'ai dit putain mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la muscu. Ah bon, il fait de la muscu, là on s'est posé plein de questions et en 82, j'ai attaqué la musculation. Une belle découverte quoi. Et le bodybuilding, c'est un truc qui existait déjà en France dans les années 80 ? Le bodybuilding, putain, je te dis pas, c'était un peu... je pense que vous devez parler pareil que je parlais du bodybuilding, les crossfitters. Les mecs en slip qui montent leurs muscles, là, mais c'est quoi, là ? Je te dis pas. Donc, je pensais ça, toi. Avant de pratiquer le culturisme et le bodybuilding, je disais, les mecs en maillot, on faisait de la force, des barres lourdes, toi, les mecs qui servent à rien, la performance, les mecs qui lèvent des poids juste pour être beau. J'ai bien changé. J'ai bien changé mon fusil d'épaule une fois que j'ai commencé. Donc ça veut dire qu'avant de faire du body, tu faisais quoi ? Tu faisais du powerlifting ? Ouais, du powerlifting, ouais. J'ai fait plus de 10 championnats de France en powerlifting. J'ai encadré les juniors, les équipes de France. Et j'ai encadré, je suis parti accompagner l'équipe de France aussi de force athlétique. J'étais avec Marc Vouillot qui a été un papa muscule. Voilà, j'ai commencé avec Christian Derval qui a lancé le jiu-jitsu en France, qui était mon père spirituel depuis toujours, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a fait passer mes diplômes. Et puis la musculation, ensuite, ça a été vraiment le fait d'être entraîneur, les gens t'écoutent.
Et quand t'es un peu perdu à 18 ans, que t'as des gens qui t'écoutent, des dentistes, des éboueurs, enfin, n'importe quel, des acteurs après, toi, les gens t'écoutent, bien, ils sont attentifs et tout. Donc vraiment, ça m'a mis cette envie d'enseigner, toi. Le fait que tu sois pris au sérieux, la valeur de tes paroles était vachement importante. Après, j'ai fait un parcours sportif assez haut, mais c'était vraiment l'enseignement au départ. Vraiment la pédagogie, enseigner aux gens, la transmission. Et donc, tu as commencé donc déjà pour force athlétique. Tu as commencé à enseigner la force athlétique avant de faire de la musculation. Tu as découvert finalement où tu as eu cette envie de faire du body après du coup Rocky 3. Et il est vrai que tu vois, il est vrai que comme Rocky, non mais Stallone dans Rocky 3, il a un physique de ouf. Physique de ouf. On faisait de la force, mais quand même on se battait un peu. Hein. Les mecs, les crossfitters, ils se battent un peu, hein, sans torse-poil. Donc on a toujours tendance à quand même regarder son physique. Hein. Le premier mec qui fait 3 exercices de pumping de biceps dans la salle de muscu, s'il y a un miroir, tout de suite après, le débutant, tout de suite après, il regarde son bras quand même. C'est humain, ça. T'as vu que le mec dans Rocky 3 qui joue Apollo Creed, bon, il est décédé il y a quelques temps, je sais pas si t'as vu, et ils lui ont mis une étoile sur Hollywood Boulevard. Ah ouais, tu vois, à titre posthume. Ouais. Alors que c'est un mec qui avait pas toujours beaucoup d'oseille. Hein. Après Rocky 3, il avait plus une thune, il s'entraînait au Gold's Gym et compagnie. Et après, il a refait un truc pour Disney avec Star Wars dans le Mandalorian et tout. Puis malheureusement, il est décédé il y a pas longtemps. Ceux qui avaient la crête, hein. Tu parles de... Je te parle pas de Mr. T. Alors, pas de Mr. T. Mr. T, il jouait dans Rocky 2 et il jouait... il a joué dans... C'est quoi son nom de méchant? Clubber Lang. C'est Clubber Lang dans Rocky 2 et Apollo Creed, c'est le premier mec qui est champion et qui devient l'allié de Rocky justement dans Rocky 3, la scène sur la plage là, quand ils sont en crop top. C'est ça, ouais. Oh putain, c'était terrible. Et ils ont fait une étoile. Moi, il avait joué dans Predator aussi. Il a fait plein de cette scène incroyable. Tiens, on peut essayer de la faire, ça fera une petite miniature. Ouais, je sais pas les épaules. Oh putain. Mais de toute façon, j'ai que des gamins qui regardent mon podcast, ils connaîtront même pas la ref, après je trouve un moyen de l'intégrer. Ils sont obligés de regarder le film. Mais du coup, ce qui est d'intéressant, c'est que du coup, très tôt, tu t'es mis à enseigner. Moi, c'est marrant parce que Rolf et Jean-Pierre Vigneault, chez qui je faisais du karaté, eux aussi, très tôt, m'ont mis dans les pattes. Ils m'ont trouvé enseigné. Ouais, moi, à l'époque, c'était plus parce que personne ne voulait filer le cours de 20h30 à 21h45, donc ils étaient contents. Moi, c'était un peu ça. Moi. Ils voulaient pas faire les déplacements, donc ils m'envoyaient à droite à gauche la fédé pour faire les seuls trucs. C'était assez drôle, ça. Et du coup, tu as commencé à peu près à 18 ans. C'est ça, ouais. J'ai commencé à 17 ans la muscu. Et après, j'ai passé mon diplôme 2 ans et demi après, un petit diplôme, ça, une sorte de BPGEP de maintenant, là, tranquillement. Et après j'ai passé plus énervé. Ouais. Et du coup, en 82, parce que les gens ils se rendent peut-être pas compte, mais en 82, donc quand t'as Rocky 3 que vous devriez voir, hein, c'est quand même un bête de film, qui sort, t'as quel âge? Je vais avoir 17 ans. Ah ouais. Et donc là aujourd'hui, t'as 59, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as un jeune marié de 59 ans, c'est la classe. La classe nationale. Internationale. Et moi, du coup, quand je te croise de loin pour les premières fois, moi je dois avoir 15 ans, donc on est dans les années 2000. Et donc à l'époque, tu es au Cercle Tissier, qui a une salle d'arts martiaux, on va dire très ancienne, assez réputée sur la place de Paris. C'est le plus grand centre européen d'aïkido qui a lancé le jiu-jitsu brésilien en France. Et du coup, c'est quoi ton histoire? Parce que justement, dans cette salle-là, moi, mon souvenir en tout cas, c'est que sur la fin, il y avait un peu de MMA, il y avait même des mecs qui faisaient un peu de ninjitsu. Je me rappelle, on leur disait d'aller se cacher sous les faux plafonds pour rigoler. Enfin, Rolf disait ça. Mais il y avait aussi du karaté assez traditionnel, un peu japonais. Tous les premiers gars qui ont lancé le MMA en France étaient là. Oui, donc on l'a préparé. On parlait de Johnny Frachet là, ce matin, qui est à l'US Métro maintenant. Mais donc, du coup, comment tu t'es retrouvé à enseigner la musculation dans un endroit qui, moi, de ce que j'en voyais de l'extérieur, avait vraiment... Christian Derval, qui était mon père spirituel, était le gérant de... Et il m'a pris, quand je suis arrivé à 16 ans, il m'a pris un peu comme toi, t'as pris Torov, quoi. Tu sais, il m'a pris sous son aile, quoi. Il m'a trouvé sympa. Moi, je l'adorais ce qu'il représentait. Il était drôle, sympa. T'avais envie de lui ressembler, toi. Toujours un bon petit mot sympathique à le dire, attentif à tout le monde. Il faisait les programmes et tout. Et il m'a fait passer mon diplôme. Après, j'ai travaillé dans les plus belles salles de Paris, les gros trucs, Gymnast Club, qui est la plus grande salle d'Europe à l'époque, qui était à Nation. Et après, j'ai enchaîné, et je m'entraînais toujours au Cercle Tissier. Je faisais un cours par semaine là-bas, pour garder la main. Tu faisais pas aussi un petit peu abdos fessiers aussi au Cercle Tissier? J'ai un souvenir de toi en train de faire le CAF. Et tout, ouais. Je faisais step, Elia, je faisais cours d'aérobie, je faisais tout. Ouais. Et après, Christian m'a donné ma chance, il m'a dit, viens bosser avec moi. Donc j'avais fait 4 ans à Nation, après j'étais à Porte-Maillot avec Johnny Hallyday. J'étais dans les belles salles.
et avenue Foch, au 33 avenue Foch. Donc j'ai fait que des super salles et j'ai toujours gardé j'adorais m'entraîner au cercle ici. J'avais commencé à m'entraîner là, c'était super, j'étais bien avec Christian, qui m'a fait passer tous mes diplômes. Et après, il m'a dit, viens avec moi, travailler, tu vas t'occuper du centre avec moi. Et après, je suis devenu directeur technique du cercle Tissier, sous son aile. C'était un super parcours. Après, j'ai été champion du monde, il m'a toujours laissé faire mes compétitions, mais il a toujours fait de très bons conseils. Par rapport aux produits dopants aussi. J'ai eu la chance d'être bien encadré sur mes plus jeunes années par des personnes c'est très important pour les jeunes. C'est important de prendre des bases. Moi, c'est ce que je dis toujours. Tu vois, c'est la. Bon, moi, c'est pas un sujet qu'on va vraiment aborder, mais on va pas faire de l'angélisme. C'est la question du dopage. Par exemple, quand on me dit est-ce qu'il y a du dopage dans le CrossFit, je dis s'il n'y avait pas de dopage, on ne gaulerait personne. Je fais donc déjà, donc fatalement. Qu'il y a des contrôles déjà. Fatalement, il y en a. Puis c'est souvent pas les meilleurs qui se dopent. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais je dis toujours pour les mecs qui travaillent dans ce milieu-là, tu sais, sur ta carte professionnelle, il y a marqué quand même éducateur pour la jeunesse par le sport. Donc, moi, je suis même pas dans le jugement. Tu sais, j'étais policier avant, je travaillais beaucoup avec les mecs du GPSR. Puis chacun fait ce qu'il veut avec sa vie, sa santé. Exactement. Tu vois, donc moi, j'ai pas d'un regard négatif là-dedans. En dehors du temps sportif, tu vois. J'ai un très très bon ami à moi, j'adorais faire un podcast avec lui, qui me disait parfois, tu sais, moi, Ali, il me dit, je bois pas, je fume pas. Il me dit, c'est vrai que lui, à l'époque, pour être transparent, il faisait une cure d'Anavar par an. Il me dit, c'est pour le plaisir de m'entraîner, me repousser un peu, mais il faisait même pas de compétition, tu vois, ce mec-là. Et donc, bref, dans une certaine mesure, chacun garde son truc. Mais en tout cas, quand tu as décidé de travailler, tu vois, dans ce milieu-là, par exemple, dans le CrossFit, où tu as plein de publics différents, tu as des enfants, tu as des jeunes, voilà, faut rester, à mon avis, droit dans ses bottes. Et il faut faire, faut toute proportion garder, bien sûr, mais voilà, faut essayer d'inspirer un peu par l'exemple et c'est la base. Mais du coup, donc ça, c'est le début. Donc moi, je vois ça au cercle tir. Moi, à l'époque, la culture physique, c'est qu'un truc qui est très loin de moi parce que déjà, ça me paraît inaccessible parce que je suis très. Et donc, sur mon lieu de travail, je faisais venir Marc Vouillot, avec son équipe de force, qui était une équipe de championne de France. Et moi, Marc Vouillot m'avait mis sous lui. Quand il n'était pas là, c'est moi qui entraînais les gars, qui donnais les consignes. Donc ça, c'était à 23 ans, j'étais super content. J'étais super fier, surtout qu'il y avait des anciens et tout. Et ensuite, quand j'ai fait venir Marc Vouillot et toute l'équipe, on a fait longtemps de la force. Et Marc Vouillot m'a donné un défi, il m'a dit, de toute manière, vu comment tu fais, tu serais incapable de tenir un régime, qu'est-ce qu'il m'avait pas dit, culturiste, body là. Alors je suis en rendez-vous au championnat de Paris l'année prochaine, dans 10 mois, voilà, telle date, tel jour, on fait une compète. Je lui dis ok, d'accord. Lui il est pas venu parce que des problèmes professionnels et moi j'y suis allé, ça m'a super plu. T'as démarré comme ça. J'ai démarré comme ça, sur un coup de tête, un coup de pari. Et si on reste un peu juste sur la question de la force, ça c'est plus pour les, tu sais, dans le monde du CrossFit. En théorie, tu es supposé améliorer ta préparation physique générale, etc. Tu as envie d'être bon en tout. Mais on va pas se mentir, des fois, les athlètes qui pratiquent le CrossFit, ils sont un peu polarisés sur certains trucs. On est tous. C'est l'haltéro, la gym, tout ça, ça marotte. Mais du coup, tout le monde veut un peu parfois réinventer la roue sur ce qui marche et ce qui marche pas. Du coup... les temps de récup, tu peux pas juste inventer. Voilà, par exemple, si on parle de la question de la force, tu vois, je vais te donner une problématique que je rencontre avec les coachs dans le monde du CrossFit et tu vas me donner ton avis. En CrossFit, quand tu écris la programmation d'une salle affiliée, on recommande, c'est pas une règle absolue, mais on recommande de faire au moins une séance tous les 5 jours, tu vois, qui est consacrée au développement de la force. Et donc, si on travaille vraiment de manière un peu à l'ancienne, on va considérer qu'on va essayer de prendre un mouvement polyarticulaire, squat, deadlift, mais ça peut être aussi un mouvement d'haltéro, et qu'on va essayer de faire 25 répétitions réparties en plusieurs séries. Avec des temps de récup et des pourcentages élevés. Déjà sur la fourchette, on est bien. Moi, des fois, le problème que je rencontre, c'est que j'ai des coachs qui des fois ont du mal à comprendre que 1 heure de temps, échauffement, retour au calme compris, c'est pas trop, tu vois, pour faire finalement un 5x5. C'est même court. Tu pourrais donner ton regard de forceux, par exemple. Si tu veux, plus tu vas être fort, plus ta séance... La séance va durer pareil. Si tu vas pas que ta gamme montante au coucher, que tu fasses 300 où il y aura 5 paliers ou 100 kilos, mais tu vas pas faire les mêmes montées. On n'a pas la dernière fois, tu rajoutes 50. Nous, on va rajouter 10 et 10 et 10 ou 5 et 5 et 5. Mais si tu veux, sur l'échauffement, ce sera pratiquement pareil. Et après, c'est les temps de récup et la charge de travail. Donc,
on va compter vraiment que le temps de travail. L'échauffement, on va pas le compter, la gamme montante, on va pas la compter, on comptera pas le retour au calme et les étirements à la fin. Donc elle va être un peu plus longue. Surtout si tu enchaînes, nous on enchaînait squat couché. Ah oui, avec mon premier prof de force qui s'appelait... C'est squat couché pendant 10 ans, j'ai fait squat couché. Alors on va pas me dire, ouais mais quand tu fais le bas, tu peux pas faire le haut derrière, c'est mauvais pour la santé. Hein. Oh, il y a des tonnes de conneries qui restent encore, on me sort ça 40 ans après. Ouais, mais c'est la clé du succès. On se met, si tu veux, comme en compétition. Et après, sur ce que vous faites, on est réellement fort que sur 15 jours. Mais tu as 8 semaines de préparation sur les séries de 5. Vous restez qu'en série de 5. Mais si tu veux, les séries de 3 et les maxi vont se faire... comment vous le planifiez? Alors, on resterait pas forcément... C'est le mélange, tout se mélange. Alors que il y a deux choses différentes. Ouais. Déjà, il y a les gens que moi je représente, en toute transparence, qui vont pratiquer le CrossFit comme étant une méthode de préparation physique générale, qui du coup résonne pas du tout en termes de périodisation. Tu vois, c'est logique. Hein. Je te dirais, t'as déjà vu un lion s'échauffer pour aller buter une gazelle? Non, tu veux être prêt un peu tout le temps. Et moi, de la manière que j'ai de voir les choses, c'est comme si tu faisais du concentrique linéaire tout au long de ton existence, tu vois, au niveau des levées de charge. Tu peux faire d'autres trucs, mais bon, fondamentalement parlant, tu vois, le jeu, il est là. Et donc, sur la force, on peut travailler des séries de 5, des séries de 3, des séries de 2, on peut tenter un RM, parce qu'en plus, des fois, on veut savoir où on en est, mais sans que ce soit hasardeux, c'est pas structuré comme quelqu'un qui a un objectif compétitif. Et en plus de ça, par exemple, moi, je m'occupais beaucoup avant d'adolescents, et par exemple, avec les ados à qui on recommande de faire de la force quand ils bougent bien, on va jamais tester en dessous de 3 répétitions max, simplement parce qu'on estime que dès que tu commences à être plutôt sur un doublé ou une rep, tu es plus dans le test de ta force que dans le développement de ta Exactement. force. Okay. Très bien dit. Mais par contre, pour les athlètes qui, eux, sont des athlètes compétitifs, tu vois, donc eux, ils vont périodiser, du moins ils devraient périodiser en fonction de ce qui va constituer leur saison. Alors c'est pas facile dans le monde du CrossFit si tu veux, parce que si tu veux, pour faire simple, ça dépend de ton niveau. Si tu es un athlète, on va dire un mec comme moi qui aura envie de faire de la compète, tu es ce qu'on appelle chez nous un weekend warrior, c'est un gars qui va faire des petites compètes le week-end. Bah, c'est juste qu'il faut avoir la psychologie assez forte de se dire, bah voilà, je vais faire 4 compétitions peut-être dans l'année, je vais les étaler là et là et je vais me tenir à ça. Souvent le crossfitter il est un peu compulsif. Ouais. Tu vas dire il y a une compète là, je m'inscris, il y a une compète là, je m'inscris, il y a une compète là, je m'inscris. Ok, mais dans ce cas c'est bien, tu vas te tester si tu veux, mais tu vois il n'y a pas de cohérence là-dedans. Et plus tu montes en niveau, plus tu vas, si tu veux, organiser ta saison en fonction de ton objectif. Donc par exemple un athlète plus jeune que moi et plus avancé, peut-être que là j'en suis quelques-uns, peut-être que leur objectif de l'an prochain ce serait de se dire tiens j'aimerais me qualifier aux demi-finales des championnats du monde. C'est un championnat que nous on tient on l'a fait à Lyon cette année, et donc les mecs, cet événement a lieu en mai, ils ont une autre phase d'épreuve qui a lieu courant mars, et ils ont une toute première gamme d'épreuves qui arrive en février, donc ça c'est leur saison de compétition si tu veux. Et après le mec qui fait les championnats du monde, lui ça se passe au mois d'août, et donc il se retrouve pas avec 4 échéances dans l'année, mais c'est juste que la première échéance pour lui, c'est de la pisse. Il la sent pas. Et donc, véritablement, lui, il a quart de finale, demi-finale, finale. Et donc, eux, forcément... sur le niveau, c'est bien codifié, quoi. C'est bien codifié. C'est juste que ce qu'il y a de pas évident pour un crossfitter, c'est que même s'il y a des... C'est même pas des règles, mais tu sais, ça fait 12 ans que... Qu'est-ce que je dis 12 ans? Plus que ça. Ça fait... 15 ans, non, 15 ans que les CrossFit Games existent. Ouais. Et donc, du coup... C'est à force, tu comprends un petit peu la logique des choses, de la construction. Donc, ce qu'il y a de dur pour les mecs qui sont athlètes de CrossFit vraiment de très haut niveau, c'est que néanmoins, ils se préparent, mais vu que les épreuves sont pas connues hyper longtemps en avance, tu vois, leur but c'est d'être le plus prêt à tout. Surtout. Mais tu peux te retrouver. Alors qu'en powerlifting, non, c'est vraiment que des compètes. On est là que pour faire de la force. On fait jamais notre maximum, on fait des doublés, on fait quand même beaucoup de tests de force, toi. On repart la dernière semaine sur un triplé. Pour être en souplesse, c'est la barre d'ouverture. On a 3 barres sur chaque exercice, squat, développé couché, soulevé de terre. Le meilleur total à gagner. Mais on se prépare pour ça. Et tu rates une séance, tu fais la gueule pendant une semaine. Tu vois, voilà, donc ça veut dire que les mecs qui font dans les compétitions de force, que la barre, ce que tu appelles la barre d'ouverture, la plupart d'entre eux, ils seraient capables de la tripler en vrai? C'est ça, ouais.
pour la sécurité, on va dire. Maintenant, tu sais, c'est des nouvelles techniques qui sont arrivées. J'ai lâché un petit peu l'affaire sur le powerlifting. Les mecs, ils sortent des barres de fou maintenant. Puis il y a beaucoup plus de pratiquants qu'avant. Déjà, avant, on réfléchissait à se mettre des barres sur. Maintenant, ils se mettent tous des grosses barres sur le dos, ils se tirent comme des fous. Voilà. Bah, après, c'est la loi du dos plat, du dos rond. Hein. Oui. On peut pas arrondir le dos partout. Hein. Ouais, c'est terrible. Oh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, il y a plein de communautés, mais il y a ce que j'appelle en rigolant, avant j'appelais ça les body mythos, mais c'est les mecs qui font de la muscu, mais finalement c'est tellement mal branlé ce qu'ils font que ça leur sert à rien. Ouais. Maintenant ils appellent ça les go muscu, je crois. Mais par exemple la force athlétique là, t'as même une marque française qui s'appelle SBD, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un... Ah ouais. Il y a ce panache, et on a une championne du monde et un champion du monde qui sont phénoménaux. Donc tu vois, super. C'est revenu vraiment fort. Mais tu vois, c'est intéressant comme ce que tu dis parce que par exemple, ils ont su mener, faire une vraie communauté quoi. C'est fantastique, j'adore. Oh, j'aurais rêvé d'avoir ça quand j'avais 20 ans. Oui, on était 20. Là, avec les réseaux sociaux, mais c'est fantastique. La puissance des réseaux sociaux, c'est... C'est aussi un truc que je me suis dit en préparant le podcast. Je me suis dit, en fait, Fred, toi, t'étais un peu comme moi et mes potes quand on a commencé le CrossFit, mais en fait, finalement, dans la muscu, c'est-à-dire que toi, tu devais connaître finalement, à part tes potes proches, pas grand monde autour de toi qui faisait de la force ou du body, tu vois. On était les powerlifters, on était une bande à part et tout. On mettait de la magnésie partout, les bandes aux genoux. C'est même au sein de la fête des haltéros. Enfin, je veux dire, pendant longtemps, partout où t'as l'impression que c'était les frères ennemis, un peu, les haltéros. Les powerlifters, ils se tiraient sur. C'est les poids et haltères. Il y en a un qui est olympique, c'est l'haltérophilie. Le powerlifting, il ne sera jamais. Bon, voilà, point barre. Après, on ne discute plus. C'est triste. Là, le taekwondo, le karaté, j'espère qu'il va revenir. Enfin bref, c'était les freins ennemis. L'haltéro a joué un super sport. Souplesse, vitesse, puissance. Je veux dire que c'est la vitesse. Moi, j'ai enseigné au sein de la fédération d'haltéro, reconnue par l'État. Donc, je me suis fait plein de voyages dans le monde entier avec le culturisme en tant qu'entraîneur national. L'haltéro, c'est l'haltéro, quoi. Après, ils ont mal joué, je te disais la dernière fois, ils ont mal joué sur le fait de prendre les licences, de laisser la musculation dans les années 65. Au lieu de prendre la musculation avec eux, ils ont laissé les salles de musculation se monter. Au lieu de dire que c'était une salle d'haltéro, donc là, ils ont perdu toutes les cotisations. On est plus de 4 millions à pratiquer maintenant en France, la musculation. Donc, comme les fédés de tennis, si tu as un club de tennis, tu dois être affilié à la fédération de tennis. Ok. T'es obligé. Donc si tous les clubs de musculation étaient affiliés à la fédération, ce serait la fédération la plus riche. C'est sûr. Donc là, ils ont très très mal joué en laissant la musculation de côté. Ils essaient de la reprendre maintenant. C'est la fédération française, c'est la FFHM, voilà, fédération d'haltérophilie et de musculation. Mais là, ils ont mal joué. C'est un peu compliqué. Mais ce qu'il y a de marrant, tu vois, je sais pas si tu le savais, mais il y a par exemple, à l'inverse, il y a beaucoup de clubs de CrossFit qui, du moins il y a un certain nombre de clubs de CrossFit qui ouvrent en leur sein des sections d'haltérophilie avec des licences et tout, voilà, pour que leurs mecs puissent aller faire des compètes et puissent tirer. Franchement, ça c'est vraiment cool parce que tu vois, moi quand j'ai commencé l'haltérophilie, quand j'ai commencé à être entraîneur national, j'avais un cadre technique qui accompagnait avec moi. Moi, je m'occupais des entraînements, des placements des athlètes, et lui, il s'occupait de l'organisation. Okay. Voilà, c'était un cadre technique de l'État qui s'appelle Philippe Jess et qui est maintenant DTN de l'haltérophilie. Et c'est mon pote, et il était à mon mariage. Donc on a refait le monde et on s'entendait super bien, et donc il a fait un boulot énorme. Parce que la Fédé était sous tutelle en 2015-2016, et quand il a repris, il était adjoint de DTN, et puis maintenant il est DTN, il a fait un super boulot. C'est un mec... Et c'est un mec qui faisait de la musculation. Ah, tu vois, c'est marrant ça. Alors, il était responsable de la muscu. Donc on peut revenir sur ça. On a pas un peu la force athlétique, mais sur les entraînements. Alors là où je voulais te reprendre tout à l'heure, c'est comment moi j'ai intégré la force, toi, dans le body. Dans le body. Ok. Si tu veux, la force. Alors je l'ai dit, j'ai fait des trucs là-dessus. Chaque fois t'es dénigré, les mecs ils comprennent rien. C'est très dur pour tous les. Donc l'influx nerveux, le recrutement nerveux des fibres qui sont endormies. Ok. Donc 15 jours de force. Bam, balance ça. Bien sûr, tu as toute la PPG avant, la préparation. Donc. Ensuite, tu mets de l'hypertrophie, donc des séries de 6, pour casser les fibres, justement, les épaissir. Et derrière, tu mets des séries de 12, donc du volume. Et tu prépares comme ça ta planification. Et ça, tu peux le réaliser 3 fois avant de commencer une grosse sèche de 12 semaines. Okay. 15 jours de force,
tu repars sur 3 semaines de série de 6, 3 semaines de série de 12. Et selon ce que tu fais, c'est-à-dire quand tu es en mode de force, tu es toujours en hyper calories. Donc c'est-à-dire que tu manges beaucoup plus. Voilà. Donc, là, tu augmentes tous les bons lipides. Okay. Quand tu es en force, système nerveux, système hormonal, donc les lipides. Ensuite, tu vas augmenter les protéines, puisque tu casses sur les séries de 6, tu vas augmenter ton taux de protéines, donc tu resteras 2 grammes, 2 grammes 2. Okay. Tu montes un peu, quoi. Le plus dur, c'est de les assimiler. Hein. Les manger, c'est facile, alors après, si tu fais. Voilà, c'est plus compliqué. Et bien sûr, quand tu vas faire du glycogène, et quand même, tu vas augmenter tes glucides. Et j'ai fait un bouquin qui s'appelle Diététique pour la musculation, où il y a plein d'explications là-dessus, et qui est bon pour tous les sports, même pour les crossfitters. En fait, c'est quoi c'est intéressant, parce que la nutrition dans le monde du crossfit, c'est un sujet qui est abordé souvent. Moi, je donne des formations où j'ai tout un volet sur la nutrition. Et tu vois, des fois, en face de moi, je suis face à des gens qui ont... Enfin, des gens qui ne sont pas de mauvaise foi, mais ils ont plein d'idées reçues. Ouais, c'est des idées reçues, c'est compliqué. Notamment... Les croyances. Voilà. Notamment un truc, par exemple, tu vois, sur les... En crossfit, en tout cas, attention, hein, c'est pas de la nutrition pour la force athlétique, c'est pas de la nutrition pour la musculation, c'est de la nutrition entre guillemets pour la santé long terme et notamment lutter contre les risques de diabète. Mais en gros, on recommande des produits entiers naturels et on recommande de limiter, tu vois, tout ce qui va être sucre ajouté et produits hyper transformés. Et du coup, des fois, j'explique, que peut avoir des gens qui sont compétitifs et qui pour autant vont avoir beaucoup à s'alimenter, et je suis en face de gens qui me disent mais si tu manges pas de glucides, mais genre c'est du pain, des pâtes, tu vas jamais atteindre tes 4 ou 5 000 calories par jour par exemple. Et je suis là et je dis ça dépend comment tu construis ton assiette. Le fait de les fréquencer aussi, pour augmenter un petit peu le volume. Mais puis tu peux prendre les lipides, 9 calories. Quand tu te balances 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, je veux dire que là tu les augmentes bien. Et donc du coup c'est intéressant aussi ce que tu as commencé à évoquer. Tu disais que finalement en fonction du moment où ta phase de préparation à l'entraînement... Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es en hypo-calories, voilà, tu peux pas construire ça va être compliqué de construire une, donc tu essaies de préserver ce que tu as quand tu veux faire une sèche alors si t'es limite en glucides, faut que tu sois toujours au taquet au niveau des protéines, ça c'est sûr, et des lipides, voilà. Donc ça va être le fameux régime cétogène là, qui fonctionne bien. Moi j'ai essayé tous les régimes. Donc comme ça. Ça, t'as essayé tous les régimes. Ouais, pratiquement. T'as essayé de faire par exemple de la muscu en ayant la diète cétogène. En faisant même le cétogène, je le fais c'était mon meilleur, c'est celui que je préfère. Ok. Après, celui qui m'a le plus réussi, qui est le plus compliqué à faire, c'est l'acido-basique. Là, il faut pisser sur des bandelettes urinaires à chaque fois pour voir où t'en es. Le mélange ananas, poulet, œuf. Tous les fruits qui sont acidos, tu les mélanges avec tout ce qui va être acide pour avoir toujours ton pH à 7 le plus neutre possible. Okay. Ça, alors par contre, j'étais à 73 kilos, champion du monde en moins de 75 kilos. J'ai fait champion du monde en moins de 65, moins de 70 et moins de 75. Parfait. Et j'ai fait 4e à Europe en moins de 75. On m'a dit, mais arrête, c'est pas ta catégorie, machin, un truc. On a continué avec mon entraîneur qui s'appelle Gaëtan Rideau de l'époque. Là. Et on a réussi à gagner le championnat d'Europe. On a battu le champion d'Europe. Et on a gagné le championnat du monde à Paris. C'est des bons souvenirs. Bons souvenirs. Oui, et c'était en quelle année ça? C'était en 2000. En 2000, il y a 25 piges. 2005. Et ça va faire 20 piges, ouais. 2005, le dernier, ouais. Il y a un truc aussi, moi, qui m'a marqué, c'est que je pense que tu es aussi, enfin après je me trompe peut-être, attention, parce que j'ai pas la culture sur le body suffisante, mais je crois que tu es aussi l'un des premiers Français à avoir été chercher une médaille sur une grosse compétition américaine. Quand tu as fait quoi? C'était Musclemania à Miami? Musclemania à Miami en 2010, ouais. Il y a eu toute catégorie, ça c'était bon, t'as bien révisé. Non, ça c'était Monsieur Oliver. J'ai pas besoin de réviser parce que... Surtout que c'était un truc de ouf, c'est là que tu te dis le mec il est hors norme. Alors, je suis venu avec la musculation par accident. J'ai eu un accident de la route et ça m'a mis à la musculation. J'ai rencontré Christian Derval et après j'ai fait mon parcours grâce à lui, tout ce que j'ai fait, peu à son âme. Et en 2009, je rentre de Miami. Je fais dans ma catégorie premier ex-aequo, mais ex-aequo avec les points du posing. C'est-à-dire que j'ai fait meilleur poseur. Okay. Et je suis deuxième au physique. Donc c'est la note physique qui compte. Donc je me retrouve deuxième. Voilà. Okay. Premier au point, mais deuxième. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Je vais faire avec le directeur du Batting Club. On fait un repas de fin d'année ensemble et tout. Je prends mon scooter et je me fais renverser par un mec qui avait pas de papier, pas de permis, qui m'a pas vu et qui me sectionne le pied droit. Qui tenait que par la chair. J'avais le pied à l'air. Et je me retrouve comme ça, je vois mon pied, je fais putain, là c'est mort et tout. La chance que j'ai, c'est qu'il y a eu les secours qui étaient là.
Il y a eu les pompiers qui étaient là, il y avait le SAMU qui était là, donc ils m'ont pris en charge, ils m'ont emmené au bon hôpital. Quand j'arrive là-bas, le mec il me fait on va vous amputer. Ah, vous allez me couper le pied? Oui, on vous ampute. Donc je rentre au bloc pour me faire amputer. Putain, j'avais tellement mal, mec, putain. Je suis pas tombé dans les pommes. Hein. Les 2 fois, je me suis fait éclater les pieds, je me suis pas tombé. J'avais tellement mal, putain, c'était horrible. Et donc je me retrouve réveillé le matin à 6h30, là, dans les couloirs. Le drap sur moi, tu sais, j'attendais de relève dans ma chambre. Et que tu sens rien en plus. Alors tu saurais, je fais putain, il va falloir que je lève le drap pour voir où ils m'ont coupé la jambe, où ils m'ont coupé le pied, toi. Ah putain, je lève le truc. Ah putain, je vois mon gros orteil, j'avais le pied et tout. Ah, j'étais trop content, j'arrive en haut. Et le mec qui m'avait fait, le médecin qui m'a fait l'interne, qui m'a fait, vous avez vu ce qu'on a fait? Il me fait, c'est fantastique, hein. On vous a remis le pied et tout. Il y avait du pouls. Il y avait l'artère qui passait, l'extérieur qui passait, votre pied battait, donc on l'a recollé. Par contre, si vous attrapez encore une maladie, une infection, on vous le coupe, hein. Enfin, on vous ampute encore. Le mec, il va démonter le moral. Ah, mais les gens dans le médical, des fois, ils envoient des punchlines. Ah ouais. Et ce coup du pied, là, c'était fantastique. C'est-à-dire que mon os a pris l'air, il s'est nécrosé. Et 6 ans, 7 ans après, j'ai dû me refaire opérer, me mettre une tige en acier, greffe pour me bloquer le pied. Donc j'ai plus d'avant de pied. Par contre, pour la préparation, 1 an après, 2010, je préparais Thomas pour l'Argo 2. Okay. Le film. On se préparait ensemble et je suis reparti avec les béquilles là-bas et j'ai gagné toute catégorie. Tu vois le mental, hein, mec. Je me demande même qui c'est qui a fait ce truc. Je m'étais réglé le cadre guide pour faire des squats avec des talonnettes, c'est comme j'avais pas devant le pied. Dorsiflexion, ouais. C'était un truc de ouf, un truc de barbare. Et je suis arrivé, j'ai gagné toute casse. Ouais. Truc de ouf. On était à plus de 200, c'était un truc de dingue. Et c'est les 5 premiers de chaque catégorie qui sont pris, à chaque fois. Et après, c'est le champion des champions, toute 4. Donc j'ai battu 3 mecs qui avaient 10 et l'autre 20 kilos de plus que moi. J'étais à 76 kilos. Ah ouais, mais parce que tu devais avoir... J'étais sec. J'avais envie de gagner. Bien... J'avais envie de gagner, ça se voyait. Hein. Non, c'était bien, je suis super content. C'était une très très belle compète. C'est que des bons souvenirs de compétition. Puis j'adorais le fait de se préparer, de se mettre, de rentrer dedans, commencer la diète, le machin, ce système-là. J'ai adoré toute ma vie de faire la compète. Je pense que je t'ai croisé de loin. Je pense que je t'ai croisé de loin au salon du fitness après cet accident-là. C'était encore en béquille et c'était 1 an avant que moi je rencontre la personne avec qui j'ai vraiment pu m'investir à fond dans le crossfit. Ouais. Et je crois que c'était la fameuse année où il y avait Marcus Rull, justement, on en parlait l'autre fois. Et c'est ça, il y a vraiment des mecs, c'est des bestioles de fou. Ouais, il a même pas gagné alors qu'il était impressionnant. Ah ouais, de toute façon c'est comme ça, hein, c'est le jeu, Mais tu vois, c'est quand même drôle, je tire ce parallèle-là. Parce que, et on pourrait le tirer aussi un peu des fois pour les arts martiaux mixtes, pour d'autres trucs, mais tu vois, il y a toute une... je pense que, même si moi je crois dur comme fer, tu vois, que le crossfit ça va durer pour les générations à venir et tout. Moi je pense. Puis vous avez vachement bien structuré, même si c'est encore il doit y avoir des guerres d'église et de clochers là. Mais au niveau pédagogie, c'est carré. Moi, je l'ai vu le début, puisqu'ils sont venus au Batting Club faire les premiers events. Les premiers events, parler un petit peu de cette nouvelle discipline et tout. Hein. Le parcours qui est fait, et puis c'est vraiment structuré, quoi. Ça donne envie. Ouais, et puis en plus, tu vois, mais je me dis, voilà, les mecs, moi, quand j'ai démarré le CrossFit, personne n'en faisait. Et quand j'ai quitté le service de police où j'étais à la fin, ou quand des fois j'y repasse, je vois des tas de mecs, on se connaît pas, hein, et ils savent pas moi ce que je fais, mais je les vois, ils portent des nanos, ils ont ils ont vraiment les chaussures du crossfitter, ils sont à fond dedans. Mais je me dis, toi t'es comme les mecs qui ont été les premiers, tu vois, à aller essuyer les plâtres des compétitions de crossfit aux États-Unis. Quelque part tu l'as fait dans le body, tu vois. Ouais, ça on l'a fait, j'en ai parlé de ma discipline. Tous les trucs bénévoles que j'ai fait, organiser des compétitions, aller dans les prisons pour parler de la muscu, les motiver, les mecs qui faisaient rien, j'en ai. Tu vois, ça aussi, des articles. Ça aussi c'est drôle parce qu'il y a quelques personnes qui ont fait des initiatives comme ça d'aller faire du crossfit en prison. Et parfois, attention, hein, non, mais après, t'as des mecs qui n'ont pas de chance. Maintenant, si tu tombes que sur des violeurs, des tueurs, là, c'est pas pareil. Mais moi, je trouve qu'il y a des mecs qui comprennent pas pourquoi ça peut être intéressant d'aller faire du crossfit, tu vois, dans les prisons. Alors que moi, je dis... Ils font rien de la journée, ça peut leur donner une reconversion. C'est bien de faire du sport, ça donne des valeurs, quoi. Il n'y a rien à faire. Hein. Range tes poids. Ouais, bah en vrai. Regarde là, ça est nickel. C'est vrai, range tes poids, c'est terrible. Hein,
Moi, je dis toujours, j'ai grandi dans des quartiers où on essaie d'inculquer les valeurs au môme avec de la boxe taille. Alors, si tu l'as fait de la boxe taille, tu peux le faire avec de la muscu, tu peux le faire avec du crossfit. Ouais. C'est même... Bah, moi, je l'ai fait qu'avec des potes qui vivaient. Voilà. C'est le prof de karaté, le prof de boxe taille. On partait, moi, je faisais muscu, un atelier muscu. Bah, tu devais être content, les mecs, en plus. Ah, c'était kiffé. Hein. Ils venaient autour de moi, c'était tout. Des grands balais, c'est toi qui es champion du monde. Ouais. Donc, il fallait que je tape une série de 20 à 100 kilos et après ils me respectaient. C'était vraiment la cour de récré, toi. Sinon, 20 kilos. Ah ouais, t'es balèze. Sinon, alors, si t'avais pas montré que t'étais balèze, tu pouvais sortir tes bras. Ah, c'est la base. C'est la base. Ah ouais, c'était drôle. Ouais. Nous, on a un dicton, on dit quand tu fais du crossfit et que tu fais un peu trop de body mytho, on dit toujours ce truc, ouais, mais tu sais, dit sur la plage, tu vois. Personne sait à quelle vitesse tu cours le 5 km. C'est ça, ouais. C'est exactement ça, ouais. Il faut quand même que tu aies l'air balèze. Ouais. Et tu parlais de la structure et tu parlais de l'enseignement. Et moi, je suis passé, grâce à ton invitation, on s'est entraîné ensemble la semaine dernière. C'était très cool. Mais j'ai été surpris quand on a discuté de voir que parfois on avait... je vais pas dire les mêmes frustrations, mais en tout cas les mêmes questionnements sur... en tout cas sur le coaching, tu vois, et sur l'évolution parfois que ça peut prendre. Et imagine, en 99, je commençais mes premiers coachings. Les mecs, ils me disaient, mais pourquoi tu fais ça? Tu coaches, le mec, il fait de la muscu, il n'y a pas besoin d'un coach, tu fais des séries de 10, là. Alors quand j'ai commencé à organiser les premiers stages, deltoïde, c'est quoi ça? 20 mecs, voilà, ils vont venir, on va faire tous les mouvements de delto, antérieur, moyen, postérieur, et on va voir comment bien faire le mouvement et tout. Et pareil pour le dos, là. Ah bon, ça va marcher? Je sais pas pourquoi ça marcherait pas. C'est ludique, c'est bien, on voit des techniques. Hein. Voilà, mais c'est vrai que c'est ouf. Comment tu peux entraîner quelqu'un à distance, on le voit, en te disant en plus, ouais, c'est génial. Là, on va en profondeur du coaching. Profondeur du coaching, mec, mais t'as jamais coaché un mec? Et en plus, il y a des choses qui s'apprennent pas. Enfin, je veux dire, tu vois, moi, ça fait. Moi, par exemple, ce qu'on appelle le coach plateau, tu vois, en musculation. Je trouve que c'est le métier le moins respecté, tu vois, de tout le monde, on va dire de la musculation ou du fitness moderne, dans le sens où, tu vois, on va pas se mentir, avec l'apparition de ce qu'on appelle là, les globo-gym et tout, en fait, le mec qu'on met coach plateau, en vérité, il est surveillant de garderie, tu vois, et les mecs, ils travaillent un truc, alors qu'en vrai, coach plateau, potentiellement, c'est génial. Enfin, je veux dire, j'ai commencé par coach plateau. Tu vois, mais on était bien payé. Mais du coup, raconte-moi, qu'est-ce que tu faisais du coup quand tu étais coach plateau? On avait tous les programmes des personnes qu'on accueillait. Okay. Et on devait leur faire leur circuit. Donc on les prenait en charge, vraiment, on prenait des groupes en charge et on leur apprenait à faire de la muscu. Et dès qu'on glandait un peu, on allait corriger les personnes qui étaient sur le plateau. Et on ne devait pas rester plus de 10 minutes avec une personne. Ok. À discuter. Ok. Donc c'était un challenge. Et on était surveillés, quoi. C'était vraiment... c'était carré. Attends, quand t'es jeune, tu commences comme ça. On était bien rémunérés déjà, et puis on était à fond. Puis il y a toujours quand même des passionnés. Parce que je pense que c'est... Je sais pas si toi ça t'arrive, tu vois, mais moi des fois je vais m'entrer dans des endroits, donc pas forcément des salles de crossfit, moi des fois je vais dans des salles de muscu normales. Je raconterai un truc après. Et je vois des mecs qui font n'importe quoi, mais pas parce qu'ils sont bêtes, hein. Ils font n'importe quoi parce que ça se voit que personne ne leur a jamais montré. Ouais. Et des fois j'ai de la frustration parce que je vais me dire attends, il faut quand même que j'aille lui montrer ou j'aille lui dire un truc. Ah non, tu peux pas. Et voilà. Et c'est des trucs. Quand je m'entraîne à l'extérieur, je ferme les yeux. Parce qu'au début, j'ouvrais les yeux. Avant les réseaux sociaux, j'étais vachement plus connu. Tout le monde me connaissait. C'était un truc de fou. Avant les réseaux sociaux, quand j'écrivais dans les magazines il y a 15-20 ans là, et les gens venaient voir, mes séances elles étaient cuites. Tu passes ta séance à donner des conseils et à corriger les mecs, tu vois. Donc là, c'est très très compliqué. Moi, le jour où j'ai vu que c'était cuit, j'ai eu un coach quand j'ai eu plusieurs coachs quand j'étais coach. Des supérieurs avant de devenir supérieur, toi, il y a des grades. Et j'avais Brazin qui a écrit des bouquins sur le stretching et sur les abdominaux, qui était un super coach. Il m'a appris plein de trucs de détails, des trucs que je te montre encore. C'est lui qui les a appris. J'avais 22 ans, toi. Super pointu et tout. Il m'adorait, on s'adorait, il était très très sérieux. C'était un mec qui bossait mais comme un fou, toi. Et un jour, il bossait au Club de la Nation. Quand j'ai arrêté le batting, avant d'ouvrir ici, j'ai eu 3 mois où j'ai pris toute ma clientèle VIP et je les ai amenés au Club de la Nation, qui est un peu plus loin d'ici, mais pas trop loin. Et lui était responsable de la salle de muscu. Et alors là, je te jure, je le vois, le Parisien, assis sur le banc de coucher, le Parisien ouvert. Il lisait le Parisien comme ça, donc il était coach plateau payé. Hein. Ok. Et un bordel autour de lui.
Les mecs, ils faisaient n'importe quoi. Et Braza, j'ai fait, qu'est-ce qui t'arrive là? T'as vu là? Ils m'écoutent pas. Personne m'écoute. Mes programmes, ils les font une semaine, ils arrêtent. Oh, je suis écœuré, j'attends la retraite. Ah ouais. Même lui, là, lui c'était un sévère. Hein. Il était abattu, quoi. Bah, il était abattu avec les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, les machins, les trucs. Il y a un mec qui te dit un truc. Nous, entre coachs, les gens, on se battait à l'époque. Ouais, mais alors lui, il m'a dit plutôt comme ça. Tu vois, si t'es pas d'accord sur ce que t'enseignes, au moins en CrossFit, tout le monde est d'accord sur les trucs. Enfin, ça a l'air de l'extérieur, ça a l'air carré. En fait, je vais te dire, au sein de CrossFit, t'as la structure qui est l'entreprise qui a été fondée par le mec qui a créé la méthode qui s'appelle CrossFit et pour laquelle moi je travaille. Et donc, quand je forme, mon travail c'est de transmettre, tu vois, les informations telles qu'on me les a enseignées, les informations auxquelles je crois, tu vois, et que moi je pratique. Voilà, et en plus. Enfin, moi, franchement, il y a des entraîneurs en France qui ont coaché bien plus d'heures que moi, en vérité. Moi, j'ai toujours été un peu un nomade, mais quoi qu'il en soit, ça fait quand même 12 ans que je coach du CrossFit. Et juste sur ce sujet-là, j'ai un tout petit peu d'expérience. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas ce que tu veux, j'ai un tout petit peu d'expérience. Et en fait, le truc, c'est que moi, une de mes patronnes me disait, nous, notre métier, c'est de remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire, parce que justement, tu vis à une époque où tout le monde, tu vois, a envie de réinventer la roue et tout. Et moi, je fais souvent un parallèle avec les arts martiaux. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, j'explique que quand tu n'as même pas envie de rentrer dans cette notion de t'as raison, t'as tort, tu vois, à la limite, je dis, bon, en fait, c'est juste qu'il faut respecter la méthode, tu vois, que tu utilises. Et comprendre qu'elle n'est pas nécessairement la même qu'une autre. J'ai dit, moi, par exemple, j'ai fait du karaté et de la boxe anglaise et de la boxe thaï et du kick et ce que tu veux, et de la BF, et du Krav. Comme ça, tu peux, même quand tu es rabbin, tu peux apprendre à te taper. Tu vois, et je veux dire, pas une fois, tu vois, on m'a dit la même chose sur... un coup de poing. Ouais, sur un coup de poing. Et j'ai dit, et pourtant, quand tu te prends une droite dans la gueule, que le mec il fasse de l'anglaise, du karaté, Goju Ryu ou je sais pas quoi, ça fait mal, tu vois. Ouais. Et donc des fois je me dis, par moment la question c'est, forcément t'as des gens qui ont plus raison que d'autres, tu vois, mais je vois pas trop, j'ai du mal avec ce truc là qui est hyper polarisant. Oui, c'est lui qui a ci, lui il a tort, lui il est comme ça, ne fais plus jamais cet exercice, ne fais plus jamais ça. Ouais, je suis d'accord. Mais j'y comprends pas. Là-dessus je suis d'accord avec toi. Et même moi je suis pas le meilleur coach du monde, je sais quelques trucs, j'essaie de les enseigner le mieux possible. Souvent on me dit le contraire, j'aime bien que ce soit une personne qui a quand même pratiqué un petit peu, comme un mec qui a 6 mois qui me fait de la bioméca dans les bouquins et de la muscu dans les bouquins, qui me fasse un commentaire. Ça c'est un petit peu, toi, parce que la pratique c'est quand même la base. Des coups de poing c'est pareil, hein. Coup de poing si tu sais pas le donner, tu peux le décrire comme tu veux, hein. Tu n'auras que décrire. Tu vois, même Thorolf, c'est donc ce qui était mon prof et dont on parlait en début de podcast, qui est quand même réputé pour être un mec ronchon au dernier degré, et quand même aux idées quand même très arrêtées. Enfin, je veux dire, Rolf, une fois, je me rappellerai toute ma vie, je m'étais percé l'oreille. Et donc j'avais un anneau comme ça. Ah, t'as pas lâché pendant un mois là. Ah, il m'a regardé, il m'a dit, l'une des meilleures vannes qu'il m'ait faites, et c'est là où j'ai renoncé. Il m'a dit t'es pirate ou t'es PD? Il me dit je pense que t'es PD parce que j'ai pas vu de bateau garé dans le dojo. Et j'ai dit ok, c'est bon, j'ai compris. À l'époque on avait le droit de la faire ça là, maintenant on peut plus la faire. Hein. Bah non, lui je crois que c'est les pires blagues, ça vient de là. Mais tu vois, il me disait derrière ce côté bourru et un peu provoque, mais il disait des fois des trucs hyper intéressants et notamment sur l'enseignement. Et il disait, tu vois, il dit la base de savoir que je peux moi te transmettre, peut-être qu'elle vaut 100, tu vois. Mais même si je suis bon et que je me donne à fond pour te transmettre tout ce que je sais, je vais te transmettre 80. Et toi, sur ces 80, même si toi, tu es hyper engagé, tu vas peut-être comprendre toi aussi que 80%. Il me dit donc si on fonctionne comme ça, et ben il me dit au fait au final en 3 générations on sait plus rien. Il me dit donc c'est pour ça qu'il nous emmenait à l'époque, il nous emmenait du coup avec Oshiro au cercle Tissier, il m'emmenait voir des fois je me faisais corriger mes dashi par Bruno Morel, après je pouvais aller au dojo 5 etc. Une fois j'ai pété le nez d'un avocat au dojo 5, j'avais 16 ans, il m'a dit tu me fous la honte. Comme ça on peut même pas t'emmener faire 2-3 trucs. Je dis j'ai pas fait exprès moi, il est rentré dans ma main. C'est ça, avant c'est lui qui est rentré dedans. Après, avec le recul, maintenant, après je suis devenu que, je me dis, bon, je suis quand même content d'avoir mis une gauche à un avocat. Ça ça reste. Ça reste, c'est toujours ça le prix. Mais tu vois, et je trouve que. Ça, je l'ai vu maintes fois. En enseignant, je l'ai vu maintes fois. C'est vrai que t'as beau donner tout,
clé en main. Ouais, non, le mec, il sait pas faire, il sait pas faire. Hein. Ouais. Il retient pas, ou ça va pas. Par contre, il y en a d'autres qui sont de vraies éponges. Tu te régales de leur donner, ils te prennent tout. Hein. Moi, j'étais une bonne éponge avec mes maîtres. Et je pense que tu vois, voilà, les réseaux, c'est parfois problématique parce qu'il y a des gros biais de négativité, parce que c'est ça qui génère le clic. Et puis après, les garçons comme toi, quand même, tu apprends des choses, mais en plus tu peaufines et tu mets ta valeur ajoutée, donc c'est encore mieux, toi, c'est encore meilleur dans l'enseignement de tout ce que tu apprends, parce que tu vis le truc, tu es passionné, comme tu pratiques beaucoup, bah, tu vois ce qui va pas dans ce qu'on t'a enseigné, tu vois. Oui. Et tu remets encore mieux l'église au milieu du village. Non, c'est vrai, ça, c'est vachement important. La pratique, c'est le fait de pratiquer, d'avoir des sensations, de les retransmettre. Tu peux pas envoyer un mec en compétition si t'as jamais fait de régime, quoi. Tu vois. Oui, c'est sûr. Je peux pas te donner des conseils de natation, je sais pas nager. Non, mais tu vois, t'as des coachs, là, ils te font taper dans les sacs, ils tiennent les pas hauts, ils ont jamais fait de boxe. C'est la science par l'expérience, quand même, c'est un truc. Bah ouais, les entraîneurs de foot, c'est quand même les meilleurs, c'est quand même ceux qui ont joué un petit peu au foot. Hein. Mais je dirais même que tu sais qu'en plus de ça, je pense que. Moi, je dis souvent ça par rapport aux gens que je forme dans le monde du crossfit qui, des fois, ils ont plein de croyances limitantes. Je leur dis, non seulement c'est bien d'avoir pratiqué pour enseigner et puis de continuer à pratiquer tout le temps, mais je dis par contre, je pense que, du moins pour le crossfit, vu que tu as beaucoup de compétences à acquérir, je parle dans les mouvements, je dis souvent, quand t'es pas très bon, tu vois, en tant qu'athlète, dans le sens t'es un mec besogneux, tu vois, t'as pas de facilité, etc., bah souvent en vrai, ça t'arme encore plus, tu vois, dans ton coaching, parce que bah, des fois, toi, tu as dû trouver des clés, tu vois, pour apprendre à débloquer un mouvement. Peut-être que Jade, elle a ça, ta femme, tu sais, sur la pôle. Tu as peut-être des gens qui ont des facilités. Ouais. Et puis, tu as peut-être des nanas, et il leur faut 15 fois avant de comprendre la moindre difficulté. Sont pas fait pour ça. Ça te plaît ou ça te plaît pas du premier coup, la pôle. Hein. Donc, mais je pense que celles qui aiment, mais qui galèrent, en vrai, si dans leur cheminement, un jour, elles deviennent coach, et bah souvent, elles auront plus de clés que quelqu'un qui, naturellement, a vite eu ses repères, quoi. Ouais, ça, c'est vrai. Et tu vois, et je revenais sur cette histoire de coach de plateau, parce que mine de rien, quand tu m'as donné la séance, alors c'était un extraordinaire, on a fait des tirages haltères, des tirages poulies et tout, mais le rapport, tu vois, élève-coach, tu vois, tout de suite, il était là. Et c'est un truc que moi j'ai eu la chance d'avoir, parce que les premiers mecs qui m'ont mis au développement de la force, c'est des anonymes. Mais tu vois, c'est quand même des mecs qui, pour certains, avaient la cumèse, ont fait de la force à un certain niveau, etc. Mais je veux dire, on avait, tu vois, ce rapport-là de transmission, un peu de challenge, une manière de parler aussi à la personne. Tu vois, moi, je me sentais fort. Je suis sorti du studio, je suis un monstre. Il a dit que j'avais un gros dos. Je suis balèze. Il est dur. Tu vois, retenez ça, ok. Très dur. Retenez ça. Il est dur. mais tu vois, et je trouve que j'ai toujours qu'on a toujours à apprendre, surtout nous dans le crossfit, on est une discipline quand même jeune en France, on a toujours à apprendre des entraîneurs des autres disciplines. Et je me dis, comme en gym, comme en haltéro, et même dans la relation. Tu vois, comment ça se passe si toi si t'es capable, quand t'es entraîneur, t'as un groupe, et de porter ta voix, d'avoir un contact qui fait que les gens, quand ils sont avec toi, c'est génial. Mais t'as des entraîneurs. Je voulais dire de suite à l'heure là, quand on parlait des coachs de plateau, puis t'as des entraîneurs qui sont faits pour entraîner des champions, quoi. T'as des mecs, c'est des dieux, toi, Alain Lachaise. Tu le mettais, il s'asseyait là sur le fauteuil, là, il te mettait 15 haltéros à côté, là, des super bons, il donnait les consignes comme ça. Parce que les mecs étaient bons déjà, et comprenaient ce qu'ils disaient, toi, il y avait le dialecte entraîner. Après, quand tu t'occupes de débutants, de nouveaux, c'est pas du tout le même enseignant. Après, c'est comment toucher les gens, toi. Comment pouvoir bien les corriger. En muscu, on touche beaucoup en coaching, toi. Donc c'est où mettre ta main, le dessus de la main, le placement de l'angle, la pression. Puis il y a tous les exercices qu'on fait en musculation, il faut qu'on soit aussi précis qu'on est précis au développé couché, au soulevé terre ou au squat. Il faut vraiment qu'on soit précis sur donc biceps curl, t'as tous les angles, tout change. On joue avec des poulies aussi. Donc la poulie, la traction terrestre va pas être la même, ça va tirer vers le bas. Si tu mets la poulie plus haute, ça va tirer différemment. Et après, t'as les barres, puis t'as dans les caissons du bus, et on fait toujours avec la traction terrestre, quoi. Donc selon comment tu te places, soit tu fais de la merde, soit tu fais un super truc, quoi. Mais c'est drôle, parce que je suis sûr qu'après cette séance-là, le lendemain ou le surlendemain, j'ai fait un podcast avec un de mes potes qui, lui, pour le coup, est l'un des entraîneurs que je connais, qui a donné le plus de cours de CrossFit. Et je disais, tu vois, j'ai fait une séance avec Fred, et c'était des petits détails, mais des fois, juste sur une manière une angulation et tout, je sentais. Tu assimiles, toi, tu comprends, toi, tout de suite en plus. Non, mais c'est vrai, comme tu pratiques, toi, je suis dur, mais je suis docile. Oui, dur. Je ne me casse pas le nez. Il est déjà cassé. Mais je te jure que je sentais, tu vois, j'étais, là, il m'a dit de faire ça. Et j'ai senti l'insertion, etc. C'est hyper intéressant. Et même, du coup, David, pour ceux qui suivent le podcast, ils le connaissent,
il disait qu'il pense même que parfois, notamment pour les athlètes entre guillemets d'un certain niveau, s'intéresser davantage à la musculation pour tous les mecs qui des fois ont des déséquilibres musculaires, ont du mal à se positionner. T'as parlé beaucoup de la position du dos quand on était en train de travailler ensemble et tout, notamment comment même quand tu fais un tirage avec une machine, et ben finalement tu peux quand même penser à la manière que tu vas te positionner avec ton torse et tout, et ça c'est transférable à d'autres choses, tu vois. Et ça c'était hyper intéressant. En tout cas le CrossFit, bravo. Moi je suis énorme du le boulot que vous avez fait quand même. Bah, la mise en place en 15 ans là. Ça a été, ouais, c'est vrai que ça s'est passé assez... 2012 hein. Ouais, 2012. 2012 ça commençait à... En fait, on a eu juste, dans le monde du CrossFit, on a juste eu de la chance si on est complètement transparent, tu vois. Mais Reebok a vraiment filé un coup de main quand même au départ. Alors, en fait, je peux te donner un peu la genèse, parce qu'il y a peu de gens qui la connaissent. En fait, CrossFit, ça a commencé à apparaître dans les années 70, mais c'est un peu mentir de dire ça. C'est juste que le mec qui a créé la méthode commence à coacher dans les années 70. Lui-même, il est ancien gymnaste. Ça se voit pas, mais parce que malheureusement il a eu une maladie infantile, puis ensuite un grave accident au niveau de la hanche en chutant d'une paire d'anneaux. Donc des fois les mecs qui le regardent, ils font bah c'est comme si toi il doit boiter, il dit lui vraiment il est fort lui. Ouais mec, écoute-moi bien, il est fort. Et il y a pas de problème. Ouais. Et si tu veux, il finit par codifier véritablement sa méthode dans les années 2000. Et il a juste une idée un peu à l'époque révolutionnaire, c'est qu'il crée un site internet, tu vois, où tous les jours il publie un entraînement de CrossFit pour que les gens qui pratiquent un peu puissent commenter, mettre leur score et tout. Et puis ça l'intéresse parce qu'en fait il a envie de voir à quel point les mecs sont bons. Et jusque-là, il coachait. Alors il a commencé, il faisait beaucoup de coaching perso. Il a eu des moments où il galérait de fou, il n'avait pas une thune et tout, et il se faisait virer des salles de muscu parce qu'il sait, imagine le gars il vient chez toi, il prend un gros seau de magnésie, il prend tout ton matos et tout, il te rend fou en 4 minutes. Donc il se faisait gicler de partout, et en plus il allait dans des salles low cost, bah t'as bien fait, tu vois. Pour pas me faire virer. Et il prenait son oseille, et il finit, c'est une histoire que je raconte souvent, mais pour moi elle est importante, il finit dans une salle qui s'appelle le Pit à Los Angeles, qui est une salle en fait de MMA. Où à l'époque, il y a notamment Chuck Liddell qui s'entraîne, qui est un gars qui a gagné l'UFC, etc. chez peut-être pas les heavyweight, mais les light heavyweight. Et il finit par ouvrir sa salle à Santa Cruz. Et puis, du coup, il y a la police qui vient s'entraîner dans sa salle. Ah, c'est dingue, ça. Et puis, ils lui disent tiens, bon, nous, on aimerait bien dire que on aimerait bien former des mecs dans la police pour qu'ils enseignent le CrossFit à leur tour. T'as pas une formation que tu pourrais nous faire? Donc, il crée un truc qui s'appelle le Level 1 à ce moment-là, que moi, j'ai fini par donner. Et ensuite, il y a des salles qui viennent le voir en disant bah, en fait, nous, on aimerait dire qu'on fait ta méthode, on pourrait pas trouver un arrangement financier. Et donc, il crée la notion d'affiliation où il dit au gars bah écoute, je sais pas, donne-moi $500 par an et puis tu auras le droit de dire que tu fais du CrossFit. Et si tu veux, au début, la formation qu'il donne, c'est vraiment à la route, c'est-à-dire qu'il part avec ses premiers potes de l'époque, ses premiers élèves là. C'est ouf. Ce qu'il appelait les fire breathers. Et pour certains, et leur dit bon bah écoute, tiens Fred, là nous on va parler de la condition physique, donc c'est toi, tu as 45 minutes, parle-leur de la condition physique, moi je vais parler de la définition du CrossFit, tiens toi tu parleras de l'importance de la technique, et au gré du temps tu vois ça s'est codifié. Et en fait ça a bien marché aux États-Unis, ils ont eu aussi ce truc à un moment donné pour montrer que ce qu'ils faisaient en CrossFit ça marchait. L'un des élèves de Glassman qui donnait les formations, qui s'appelle Dave Castro, qui est le directeur des CrossFit Games aujourd'hui, dit bah moi ma famille ils ont un petit ranch pas très loin de Los Angeles. Vu qu'il y a plein de gens un peu partout qui font la méthode, si vous voulez, on peut leur envoyer une invite et puis on fait un championnat du monde de CrossFit. Et en vrai, la tagline, c'était de dire ok, on va vous montrer qu'on a les mecs les plus fit de la planète. Donc tu recevais ton invite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque. Genre comme pour le Mortal Kombat, tu vois. Genre, Liu Kang, tu es convié au Mortal Kombat. Ouais, c'est incroyable. Mais c'était éclaté. Enfin, je veux dire, c'était éclaté. T'avais $250 à gagner. C'était dans la ferme de Dave Castro. Il y avait, voilà, c'était le début. Tu peux trouver des archives vidéo et tout. Et néanmoins, rapidement, ça a commencé à bien fonctionner parce qu'aussi Internet, la communauté était forte et tout. Et en fait, il y a un coup de pouce qui se passe à un moment donné, c'est que je pense que c'est Nike, c'est les premiers à détecter le potentiel de CrossFit. Et donc, ils s'approchent pas de Dave Castro, mais de Greg Glassman, le fondateur, et ils disent écoute, ça te dirait pas qu'on te rachète ton truc là? Ouais, je crois qu'à l'époque, ils lui ont proposé, je ne vais pas te dire de conneries, mais il me semble que c'est $50 millions. $50 millions, on te rachète ton truc maintenant. Et on va faire, ça va devenir la méthode de Nike, on va appeler ça Nike Fit. Et elle dit non, cassez-vous, ça m'intéresse pas. Ouais, il porte ses couilles. À l'époque, il avait un t-shirt où il y avait marqué en anglais, il marqué inachetable.
Tu vois, il en rigolait d'avoir refusé ce deal, il en rigolait. Oh putain, tu m'étonnes. Tu vois, et Reebok est arrivé par la suite. Et là où ils ont réussi à trouver un deal qui était plus intéressant, c'est qu'en fait, Reebok, historiquement, c'était une marque qui était très proche de toutes les activités de fitness. Et donc, ils se sont dit, bah tiens, finalement, ça, c'est le sport, tu vois, du fitness tel qu'on le connaît. Hein. C'est quand même Reebok qui a popularisé le step et compagnie. Et donc, ils avaient besoin de se relancer. Ils ont dit, bah tiens, on va se relancer avec le CrossFit. On va leur faire une ligne de vêtements et d'équipements. Et comme ça peut marcher. Donc, ils ont signé ce contrat pour que ça s'appelle Reebok CrossFit Games, notamment cette compétition. Et puis, ils ont fait des opérations commerciales et tout. Et en fait, nous, la chance qu'on a eue, ou moi en tout cas la chance que j'ai eue, c'est qu'en 2012, quand j'ai rencontré Daniel qui a créé CrossFit Louvre, etc., en fait, on était en plein dans cet élan où le CrossFit c'était très fort aux États-Unis. Ils avaient ce soutien avec Reebok qui faisait que les mecs faisaient leur pub et tout, parce que leur but c'était de vendre des baskets. Hein. Même Glassman, il les appelait les shoemakers. Là, et des fois, quand il était un peu fâché après eux, il disait ah, c'est bon, ça va, les fabricants de chaussures avaient commencé à me pomper l'air. Mais il avait un gros caractère aussi, Glassman. Et donc finalement, c'est ça qui a opéré le truc, qui a fait quand nous on a démarré, mine de rien, il y avait ça, mais surtout ça a permis de réunir tous les passionnés, si tu veux, que moi j'aurais sans doute jamais rencontré. C'est-à-dire que moi je me décris souvent comme étant l'un des mecs qui a démarré le CrossFit en premier en France, et par hasard, parce qu'à l'époque nous on regardait quoi, Super Physique, toi on te connaissait, on allait suivre un peu sur un tas. Moi je faisais les méthodes d'entraînement d'un mec qui s'appelle Joe DeFranco, qui fait de la prépa pour les mecs du football US. Je regarde un peu déjà à l'époque un peu les contenus de Marc Bell qui traînait un peu, et bref voilà, je m'intéressais à mon petit niveau. Et en fait il y avait des mecs qui étaient, c'est comme ça que j'ai découvert le CrossFit. J'étais sponsorisé par Reebok en 2000. Tu vois. 2012, c'est pour ça que je les ai rencontrés, j'ai rencontré Daniel. Daniel, avec 12 ans de moins, ça devait être un sacré loustic. Et si tu veux, il y avait des mecs un peu comme nous finalement, mais partout. Il y avait des mecs à Toulouse, il y avait des mecs à Montpellier, il y avait des mecs qu'après j'ai rencontrés à Marseille, à Bordeaux et tout. Et donc la chance que ça a eu, c'est que quand même, tu vois, c'est pas... Reebok a jamais rien eu à voir avec CrossFit, mais cette opération commerciale qu'ils ont mis en place, l'espèce de synergie qu'ils ont cherché à créer pour que la mayonnaise elle monte, quand même rétrospectivement, pour pas se mentir, voilà, ça a réuni les pères fondateurs du truc. Et je veux dire, et aujourd'hui, on est tous encore là. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un mec de Montpellier est devenu formateur avec moi, le gars de Lyon, il a investi aujourd'hui, je crois qu'il gère plusieurs salles, un mec de Toulouse, Yo-Yo, il se reconnaîtra, c'est quand même l'athlète français en CrossFit qui a eu le plus de longévité et tout, qui est devenu archi fort. Et puis aujourd'hui, il y a 860 salles, tu vois, de CrossFit en France. Donc ça c'est bien monté. Maintenant, on a toujours besoin, nous, de rester proche, tu vois. C'est bien, puis vous prenez l'haltéro. Il y a quelques salles qui prennent l'haltéro aussi. Il y a quelques salles qui prennent l'haltéro. Parce qu'en vrai, je veux dire, il y a deux raisons qui ont fait que il y a des gens qui vont faire de l'haltéro. La première, c'est que les crossfitters, des fois, on est un peu décrit comme une secte, et dans une certaine mesure, on l'est, tu vois, franchement, voilà. Mais en fait, il y a une vraie curiosité et une vraie sympathie vis-à-vis de toutes les autres disciplines. C'est-à-dire, montre-moi un mec qui est fort en haltéro, et comment il fait. Montre-moi un mec qui est fort en gym, comment il fait. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et c'est la même chose sur la muscu, c'est-à-dire que tu vois, pendant très longtemps, même les gars un peu à l'ancienne, ils s'opposaient toujours, tu vois, au monde de la musculation. Ouais, nous on n'est pas comme ci, comme ça. Mais moi, c'est tout le physique quand j'apparais, c'est tout le contraire. La musculation, tout est en douceur. C'était une préparation physique pour tous les sports, même pour le CrossFit. Hein. C'est du renforcement musculaire, donc c'est vraiment un truc. Putain, avec toi ils vont en chier les gens. Moi, les gens ils transpirent pas avec moi. Tout en douceur. La petite nana qui vient, qui a 50 balais monoposés, elle va y aller tranquille. Le gros qui est en surcharge de poids, donc c'est vraiment. Et après on force. Mais d'abord, toi, c'est quand même et on s'adapte à tous les sports. Ouais. En plus, c'est intéressant parce que tu vois, là, moi, c'est un truc que j'expliquais à qui voulait l'entendre. Je disais CrossFit, c'est très sur les réactions hormonales, entre guillemets, du corps et tout. Mais je disais, l'autre fois, j'étais avec toi, là, et tu vois, quand on bossait, nous, un élément qui est important en CrossFit, notamment, c'est ce qui influe sur la validité des reps qu'on fait, mais c'est aussi parce qu'on pense que c'est nécessaire au développement du mouvement au quotidien, c'est les amplitudes complètes. Ouais. Mais, j'ai dit, en m'entraînant avec toi, j'ai dit, mais là, quand on a fait une séance, à aucun moment il était question de tronquer les amplitudes. Ah non, surtout pas. C'est juste qu'il y a des moments où tu cherches davantage la contraction. Exactement, la tension musculaire. Ouais. Voilà. Et t'as d'autres fois où au contraire, tu dis, bah attends, là, comme tu te rappelles quand on a fait les écartés là, pour les épaules, bah tiens, là au contraire, là, tu vois, mets ton bassin là, laisse tes épaules partir vers l'avant et tout. Ouais. Et donc tu cherches tout. Et du coup, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, aujourd'hui,
c'est que on a la possibilité, tu vois, d'être moins dans la caricature et tu vois, de dire. Le culturisme, c'est quand même un sport où il n'y a pas de miroir. Ça, tu vois, ça c'est Tu intéressant. vois, l'intelligence du corps, c'est le placement dans l'espace. Donc si tu sais pas te placer, moi j'ai battu des mecs, tu les voyais en dehors de la scène, ils étaient mieux que moi. Mais sur scène, ils posaient comme des... Ah, tu veux dire que quand tu poses le jour de la compétition, t'as pas de glace. Et il n'y a pas de glace. C'est un truc où il n'y a pas de glace, t'as des juges qui sont... En plus, ils sont en bas. Ils sont pas à ta hauteur, donc faut savoir poser qu'ils sont en bas. Si tu t'inclines vers l'avant, les mecs, ils te voient pas. Donc faut déjà avoir l'intelligence de savoir que l'arbitre, il est en bas. Tu vois que tu vas pas faire ton triceps comme ça, mais plutôt ton triceps penché. Tu vois et après, ouais, il y a pas de glace, quoi. Donc tes poses, là, tu les fais bien devant le miroir, tout, machin. Ben hop, le jour où t'as plus de miroir, c'est comment? Donc faut savoir, vraiment, moi je l'appelle ça, j'avais créé un truc pour l'intelligence du corps dans l'espace. Comment tu te places, c'est super important. Donc la posture est importante, la démarche est importante. Comment tu dois... T'es en isométrie... Une isométrie endurante, tu vois. T'es toujours en contraction musculaire, mais tu tiens pendant 3 plombes, quoi. Le dos serré, la taille, le dos sorti, t'as l'air con, mais c'est tellement dur de faire une pause. Tous les mecs qui posent, qui nous imitent, là, ils sont ridicules, quoi. Mais c'est tellement dur de mettre en valeur tout. Quand tu montres ton profil avec ton biceps, tu dois montrer l'arrière de ta cuisse, ton fessier, le mollet, la taille, tout. rentrer le ventre. Mais en vrai, en te parlant, tu vois, ça me fait beaucoup penser à la gymnastique olympique. Tu vois, moi, ma nana, elle vient de la gym. Et quand on regarde, là, on a regardé un peu les JO là, ensemble, ouais. Mais en fait, elle et moi, on voit pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vois que 5% de ce qu'elle voit. Parce qu'elle me dit, ah, tiens, là, regarde, elle a perdu un dixième, là, elle a perdu ça, elle a perdu ça. Et je pense que les gens, vis-à-vis du body, ils ont cette même incompréhension. C'est-à-dire qu'ils vont voir un mec poser, tu vois, on va dire sur un plateau, mais ils sont pas conscients de tout ce que ça implique. Tu vois, le haut niveau, c'est... Ouais, c'est un autre délire. Ouais. Après, il y a la chimie, donc là, on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est un autre sport, quoi. C'est pas du tout... Par contre, c'est vrai que... avec les réseaux sociaux, maintenant, le moindre nul, qui a 0 vue, il peut te faire des commentaires à la con et te donner son avis, alors qu'on s'en fout complètement. Et on est souvent pris par ridicule, par des gens qui sont ridicules, mais qui se ridiculent en faisant n'importe quoi. Mais après, là, c'est les trolls, malheureusement. Mais j'ai vu que tu essaies d'être plus régulier sur ta manière de poster sur les réseaux. De montrer les trucs bien, quoi. Mais je peux que t'encourager. Et après, tu te fais canarder par des... c'est les trolls, hein, malheureusement. Ils me donnent des conseils. Mais tu sais, les mecs, en comme plus... si je n'avais pas essayé en 40 ans, toutes les méthodes, les machins, les trucs. Mais je pense qu'en vrai, je pense que c'est aussi l'indicateur qu'il faut continuer, parce que, dis-toi, c'est quoi l'état d'esprit qu'il faut avoir pour perdre de ton temps de vie, tu vois, pour laisser un commentaire à un mec, tu vois, entre guillemets... J'ai laissé un truc méchant à personne. Négatif. Comment tu peux me... T'es moche. T'es vieux. Va travailler les trapèzes. C'est sûr, on me prend le ventre et je monte mes pecs, mais qu'est-ce que c'est faire des commentaires aussi méchants? Ah, il y a un mec qui t'a dit ça, t'es moche, t'es vieux. Ouais, c'est ça. Vas-y, papy, va faire les trapèzes. Je suis en train de montrer mes pecs. Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde la sale peau que t'as. J'ai une peau à 60 balais, la peau que j'ai. Je pense que. Sur les commentaires. Je pense qu'il y a des mecs aujourd'hui, c'est leur passe-temps. Moi, je pense qu'il faut le prendre, faut rigoler. Moi, honnêtement, je crois que vaut mieux rire parce qu'ils s'en foutent. Mais moi, en tout cas, je peux te dire que je peux que t'encourager à continuer parce que parce que quand tu connais, tu vois, moi, des fois, je tombe sur il y a plein d'anciens là qui commencent un peu à aller un peu sur les réseaux. Je regardais dans le domaine de la force, il y a un ricain qui s'appelle Marc Ripeteau, tu vois, qui a commencé à parler, à faire des podcasts et tout sur machin. Et bon, bah ouais, c'est sûr que tu vas parler qu'à un minimum d'éclairé et que voilà. Mais c'est pas grave. C'est sûr. Hein. Je passais 40 ans à coacher, quoi. Du one-to-one, j'ai pas fait du coaching à distance ou... Donc je suis bien crédible avec toutes les compètes que j'ai fait, tous les diplômes que j'ai passés, entraîneur national, si j'ai pas le droit d'ouvrir un peu si je suis pas crédible dans ce que je dis, si moi j'ai pas le droit d'ouvrir ma bouche, c'est quand même... Non, crois-moi, gentiment. Je pense que tu peux sans problème. Et puis en plus c'est cool parce que en vrai c'est intéressant, tu vois. J'espère que ça apporte aux jeunes. Il y en a qui sont très contents en tout cas. Ouais, j'en doute pas une seconde. Et puis en plus je vois que pareil t'es dans la transmission puisque aujourd'hui tu formes des nouvelles générations d'entraîneurs. C'est important des passionnés comme nous. Ça, c'est important. Dans ton propre lieu. Je l'ai vu, ton développé couché à 200. Je tiens à le dire. Okay. Je dis pas que c'est pas impressionnant, mais le mec qui t'a touché la barre au milieu, est-ce que t'avais pas envie de le gifler quand même? Enlève tes mains. Mais crois-moi, j'ai tout regardé.
Et donc voilà. Donc, en tout ça pour dire, juste j'aimerais bien que tu redonnes la référence parce qu'à la fin de l'épisode du podcast, une tradition, c'est que après la conversation, chacun donne une référence. Ça peut être une référence culturelle en dehors du sport, etc. Donc moi, du coup, la mienne de référence pour cette fois-ci, j'aimerais que ce soit quand même ton ouvrage sur la nutrition Ah, c'est que sympa, je vais ouais. m'empresser d'acheter. Tiens, il va m'en passer un. Tu m'en passes un, Max, ce bouquin? Mon livre sur la musculation à l'entrée. Il est entre le Voilà. portrait de Marilyn Monroe et la tête de Terminator. Ouais. Non, là, de l'autre côté. Ah, ils sont passionnés, mais par contre, sans l'orientation C'est mon zéro, livre. les jeunes. Ouais, non. Terminator, ça lui a parlé. Là, quand il Marilyn Monroe, tu lui as parlé. Là. C'est un livre, c'est ce truc avec des pages et des mots à l'intérieur. Putain, je teste une vanne dans le podcast maintenant qu'on est arrivé à la fin. J'ai un pote hier, il me dit oui. J'ai fini de lire mon livre audio. Je lui dis mais tu peux pas lire un livre audio, c'est pas le même sens qui est mis en action, tu vois. La vue et l'ouïe, c'est pas pareil. Ah, c'est sûr. Il me dit ah ouais, bah oui, c'est comme, te toucher la bite, tu vois. Ouais. Te toucher la bite et te goûter la bite, c'est pas pareil, tu vois, donc tu peux pas comparer. Tiens. Alors voyons voir, la diététique de la musculation, Voilà. masse, force, perte de graisse, santé et performance. Voilà, ouais, je te l'offre, tiens, regarde, tu seras pas venu pour rien. Les gars, je vais lui dédicacer en vrai. Et bah du coup maintenant il est musculation le mec. Et ben non, mais il est devenu sponsorisé ce podcast par Fred Monpeau. Moi je veux dire vraiment ça me va. Mais de toute façon, avec plaisir, bonne lecture et je le conseille à tout le monde. Vous ne serez pas déçus. Cool. Après vous trouvez tout sur YouTube, partout bien sûr, mais là au moins c'est condensé, vous avez ça sous la main, c'est nickel. Non, ça va très bien. Et est-ce que toi, si tu avais un truc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être un truc lié au sport ou pas, si tu avais un truc à recommander qui toi t'a inspiré dans ton développement d'athlète ou d'entraîneur, qu'est-ce que tu pourrais recommander de lire ou d'écouter à quelqu'un qui écouterait le podcast? T'as eu un peu la réflexion? Non, ouais, mais moi ça me fait plaisir d'avoir des invités qui réfléchissent, ça me change, j'ai que des crossfitters d'habitude. Vous êtes content, pas vrai, il déconne. Putain, c'est des trucs qui se... La passion, mais ça se trouve, ça se dit pas dans les livres. Ne pas arrêter, ça se dit pas dans les livres. La régularité, ça se dit pas dans les livres. Peut-être que ta recommandation, c'est de faire. Un truc qui marche bien, c'est le collagène marin. Voilà. Ok. Collagène marin tous les matins pour bien veiller pas mal aux articulations, avoir une belle peau. Je trouve que c'est un truc sympa, associé avec de la vitamine C. Voilà, ça c'est un truc qui est bien. Ça fera plaisir. Ça m'a pas donné envie de faire de la muscu, mais non, de faire des rencontres. Mais ça c'est la vie, moi c'est des belles rencontres. Hein. T'as vu, les rencontres qu'on fait qui nous font, voilà. Mais d'essayer, même si on a peur de faire les choses. Il faut mieux se planter que pas avoir essayé, d'avoir des regrets. Voilà, c'est tout. Voilà. Avec le recul, faut foncer. Voilà. Après on se ramasse. Voilà. Un conseil de vie, c'est pas mal comme recommandation. Je pense que c'est bien. Merci beaucoup, Fred. C'était super. Cool. Merci beaucoup. Et quand tu veux. Hein. Il n'y a pas de souci. Les gars, c'était le Shaker Show. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.